Le soleil, c'est la vie. Cette phrase à La Réunion, on la connaît bien, mais jusqu'où est-elle vraie? Eh bien, on vous propose une série de causeries pour en parler. Bonjour à toutes et à tous, et encore une fois, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour les causeries de la santé. On vous propose une série de causeries pour aborder un sujet bien particulier à La Réunion. Nous le connaissons bien, nous vivons avec lui tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre. Et bien évidemment, je parle du soleil. Cette causerie s'appelle donc Sous le soleil, et oui, La Réunion ou la vie. Sous le soleil, comme on le disait en introduction, c'est la vie, mais pas que. Le soleil peut aussi poser quelques soucis, et notamment des soucis de santé. Pour en parler aujourd'hui, nous accueillons quelqu'un qui est très bien placé pour en parler, le docteur Nathalie Sultan. Bonjour docteur Sultan. Bonjour Cédric. Vous êtes dermatologue au CHU. Déjà, est-ce que vous pourriez nous parler Oh oui, je crois que j'ai fait une bêtise. Vous êtes dermatologue au Shore. Voilà, exactement. Voilà. Eh bien, je vais plutôt vous laisser évoquer ce que vous faites, autant dans votre activité professionnelle que dans vos engagements finalement associatifs dans la thématique qui nous concerne aujourd'hui. Oui, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, je suis dermatologue hospitalière et je travaille au Shore, donc l'hôpital Ouest Réunion. J'ai également une association de prévention solaire que nous avons créée avec des collègues dermatologues et ophtalmologues pour s'occuper de faire de la prévention solaire à La Réunion. Donc justement, oui, vous avez créé cette association et donc les actions qui en découlent parce que justement, vous cherchez aussi à tirer la sonnette d'alarme sur les impacts finalement d'un mode de vie pas tout à fait adapté avec le risque que peut représenter le soleil. Ce que je propose, c'est qu'on va démarrer par le début. On aura l'occasion de revenir sur les actions et notamment la prévention, mais pour bien comprendre, je crois qu'il est important de revenir au début et voir c'est quoi ce problème. Parlons du soleil, parce que c'est de lui dont il est question. Le soleil, c'est un rayonnement, c'est des UV. Qu'est-ce qu'on peut déjà en dire? Oui, vous avez raison, il faut vraiment démarrer de la base. Donc, le soleil, comme vous disiez tout à l'heure, sans lui, pas de vie, mais nous avons donc une problématique sur les zones du globe qui sont fortement ensoleillées. Donc, le soleil émet toutes sortes de rayonnements. Il y a bien sûr les rayonnements du visible, toutes les couleurs que nous voyons. Et puis, il y a d'autres rayonnements, ceux qui sont avant la couleur rouge, c'est les infrarouges, et ceux qui sont après, le violet, et c'est les ultraviolets. C'est des ultraviolets dont on va parler. Après, il y a d'autres longueurs d'onde. Et donc, les ultraviolets, c'est surtout les UVA, B et C qui sont donc émis par le soleil et dangereux. Les UVC sont totalement absorbés par l'atmosphère, et heureusement, parce que sinon, on n'y survivrait pas. Et les A et les B arrivent jusqu'à nous. Les B se heurtent plus en surface de notre peau, les A plongent plus profondément. Dans les deux cas, ils entraînent des risques de cancer et de vieillissement prématuré. D'accord, donc effectivement, finalement, dans le rayon du soleil, il y a plein de choses qui nous sont utiles, déjà pour vivre, pour voir, oui. Pour la partie du visible, et effectivement, il y en a une certaine partie qui sont dangereuses pour nous, et notamment celles que vous évoquez en dernier, je crois, celles qui vont un peu plus profondément... Oui, disons que les UVB comme les UVA peuvent être dangereux quand ils sont en trop grande quantité, mais maintenant, ça fait partie de ces rayonnements nécessaires à la vie. Donc, il y a le côté paradoxal de « on en a besoin », et puis il y a le côté « pas trop ». On en a besoin pour... synthétiser notre vitamine D, fabriquer nos os, la croissance, pour notre morale, pour plein de bonnes choses. Et il y a également tout le côté délétère potentiel de ces ultraviolets à haute dose sur la peau humaine. Alors effectivement, c'est bien et en même temps c'est pas bien. Vous évoquez pas trop. Moi, la première question, parce que j'imagine que ce qui peut être trop pour moi, ça peut être pas du tout ce que vous allez mettre vous comme trop, et parmi ceux qui nous regardent, chacun va avoir effectivement sa propre approche de beaucoup ou pas beaucoup. Est-ce que on peut essayer ma question, c'est comment finalement on va essayer de se représenter, de quantifier le trop, le pas trop? Déjà, c'est propre à chacun. C'est-à-dire qu'on a essayé de répertorier les couleurs de la peau humaine en 6 catégories.
Phototype 1, c'est les plus clairs, les très pâles, très blancs, roux. Jusqu'au phototype 6, c'est les plus foncés, les peaux noires ébènes, sénégalaises par exemple. Et donc, chacun, en fait, en fonction de sa couleur de peau, a des risques qui lui sont propres. Plus on est clair de peau, plus on est à risque de développer un cancer de la peau et moins il faudra de temps pour prendre un coup de soleil sur une exposition donnée. D'accord, donc ça c'est pas une légende, effectivement, parce qu'on pourrait se poser la question, hein, effectivement, on entend ici et là, bon, bah, les peaux plus claires, plus ou moins résistantes au soleil, par rapport à des peaux plus foncées. Donc ça, c'est une réalité. La peau, la couleur de la peau est catégorisée, c'est ça? Vous parliez de 6 catégories. Ouais. Et donc du plus clair au plus foncé, eh ben, c'est du plus fragile par rapport au soleil au Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire que les peaux les plus claires, les plus blanches sont les plus fragiles, et plus ça risque de développer des cancers de la peau. Et plus on est foncé, moins on est à risque. Mais moins on est à risque, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à risque. Voilà. Hein, et en particulier, nous, on a des patients qui ont la peau foncée ou très foncée et qui ont quand même des mélanomes. Alors, ils font nettement moins de carcinomes, voire quasiment pas, sauf ceux qui ont des facteurs favorisants, on va dire. Mais on a également des patients de phototype 5 ou 6, donc des peaux indiennes, des peaux noires, qui ont des cancers de la peau graves. En général, eux, ce qui les touche, on en parlera plus tard, c'est plutôt sur les extrémités de leur corps. Mais en tout cas, toutes les peaux peuvent être concernées par les cancers de la peau. C'est ça. Ce qui va changer, c'est que finalement, la durée d'exposition ne sera pas la même pour en arriver à un cancer, c'est ça? Si je comprends bien? Disons que quelqu'un qui a la peau claire va avoir un coup de soleil en très peu de temps. Le coup de soleil, c'est une brûlure, c'est une agression. Et quand la peau est agressée, elle réagit en se réparant comme elle peut. Et si les agressions sont successives, se multiplient, elle finit par moins savoir se réparer et à terme plus se réparer correctement et aboutir au cancer. D'accord. Vous évoquez les coups de soleil. Moi, je réagis là-dessus parce que les gens sont plutôt habitués à ça. Hein. Ici, on va à la plage, etc. On prend un coup de soleil. Est-ce que c'est la répétition des coups de soleil qui est un vrai facteur qui va amener au cancer de la peau ou finalement, sans en arriver jusqu'à des coups de soleil, on a autant de risques de développer ce cancer? Alors, on ne sait pas bien répondre à cette question. Ce qu'on sait, c'est que les coups de soleil dans l'enfance, mais combien? Aucune idée, déclenchent des mélanomes à l'âge adulte. Et on sait que les ensoleillements répétés successifs vont conduire, à partir de 40, 50, 60 ans, à des carcinomes épidermoïdes basocellulaires. Parfois ça arrive plus tôt, mais disons que c'est à peu près de cette nature-là. Donc certains coups de soleil sur peau immature, donc avant 18 ans, peut-être même pourraient déclencher des années plus tard un mélanome. D'accord. Quand vous dites coup de soleil, et notamment quand on pense à... parce qu'on peut penser, il y a différents types de rayons de soleil dans la journée finalement. Celui de 7h du matin, c'est pas le même à midi, c'est pas le même à 15h et c'est pas le même à 18h. C'est pris en compte ça le coup de soleil, on va l'avoir au moment où les indices UV sont très élevés. On ne prend pas de coup de soleil à 18h, en effet. Voilà. Donc c'est autour du midi solaire, donc vers midi et demi, que les UV sont les plus élevés à La Réunion toute l'année. Et bien sûr, l'été austral, ça va beaucoup plus haut que l'hiver austral. Et donc, centré sur ce maximal à midi et demi, les 2 heures avant et les 2 heures après, les UV sont encore très élevés. Mais si on s'éloigne de ce point maximal de la journée, bon, les risques deviennent faibles, voire très faibles. Mais l'important, c'est de savoir où nous nous situons par rapport à l'indice d'UV. Parce que l'indice d'UV, qu'est-ce que c'est ? L'indice d'UV, donc l'indice des ultraviolets, en fait, c'est un indice qui a été calculé par rapport au risque pour la peau humaine de développer justement des maladies. Et donc, cet indice démarre à 1 et va jusqu'à 11. Au-dessus, les risques sont tellement forts qu'il n'y a même pas d'attitude particulièrement différente à avoir que par rapport à du 11. Or, nous, à La Réunion, il y a une bonne partie de l'année où ces UV ils sont à 10, 12, 15, 18 quand on est au volcan, dans les cirques ou sur le bord de mer. D'accord, donc si j'entends, il y a une échelle qui a été faite pour mesurer finalement la dangerosité, cette fameuse indice. Cette échelle va de 1 à 11 et que nous, à La Réunion, des fois, on va à 18. Tout à fait. C'est exactement ça. Ce qui veut dire, et ce que je disais en début d'émission, c'est que finalement, c'est un sujet qui nous concerne particulièrement donc à La Réunion, la question des risques liés au soleil. À La Réunion, plus qu'ailleurs ?
À La Réunion, plus qu'ailleurs, parce que sur la surface du globe, on n'est pas égaux par rapport au positionnement que nous avons avec le Soleil. On peut voir sur une map monde, par exemple, que finalement, on a des indices coloriels qui montrent à quel point les UV sont élevés. Et là où c'est bleu, c'est faible, là où c'est vert, c'est modéré, là où c'est jaune, ça commence à être un peu fort, là où c'est rouge, c'est très fort, et là où c'est violet, c'est extrêmement fort. Or, nous voyons à La Réunion que nous nous trouvons justement dans la zone où il y a le violet. Hein, toute cette partie-là, c'est la zone, comme vous voyez, nos voisins australiens, par ici, en Afrique ou en Amérique du Sud, où il y a donc ces UV qui sont extrêmement élevés. Donc c'est cette partie-là du globe où les UV sont les plus dangereux. Donc on est parfaitement dedans. Alors il y a des peaux qui sont plus protégées que d'autres. Quand on va en Afrique noire, les peaux sont plus protégées, il y a moins de risques de développer des cancers de la peau. En Amérique du Sud, les peaux sont aussi de phototype 4-5, mais nous qui avons beaucoup de phototypes clairs 1, 2, 3, c'est un tiers de la population réunionnaise, ces personnes-là sont donc fortement à risque et avec des peaux qui ne sont pas tout à fait prêtes à recevoir de tels UV. D'accord, donc effectivement, parce qu'on voit, on voit que si on se compare à l'Hexagone notamment, si je regarde la map monde, à l'Hexagone on est plutôt dans le bleu. Tout à fait. Le risque est donc a priori très faible et pourtant c'est un enjeu aussi ils arrivent là bientôt, là, à grands pas sur le plein été, le mois de juillet, leurs vacances. C'est un enjeu pour eux aussi le soleil, mais en fait ici c'est... l'écart est quand même... Alors, l'écart est fondamentalement majeur. Maintenant, cette map monde donne le reflet d'une période de l'année qui me semble le mois de décembre, donc c'est-à-dire très ensoleillé chez nous, très peu chez eux. Mais tout au long de l'année, nous avons des indices d'UV qui, de toute façon, sont très forts et jamais ça ne sera du violet ailleurs que sur cette zone-là du globe. En métropole, en été, juillet, août, il y a des indices d'UV qui peuvent monter jusqu'à 8, voire 10 sur le littoral, donc, ou même quand vous allez à la montagne, où il y a finalement... donc dès qu'on monte en altitude, il y a moins d'espace entre finalement le soleil et nous, et donc les UV montent d'autant, sans compter tout ce qui est réverbération quand il y a par exemple de la neige, quand vous allez au ski, qui démultiplie également les UV. Donc il y a tout de même des risques en métropole, mais qui sont bien moindres et pas du tout de la même ampleur que ce que nous avons nous ici à La Réunion. Oui, j'ai entendu dire qu'effectivement, une des différences aussi, au-delà de l'indice plus élevé, c'est que nous, ici, c'est du 1er janvier au 31 décembre, alors qu'en métropole, finalement, c'est plutôt contenu sur une saison de l'année. C'est sur une saison, c'est pas sur tout le territoire, c'est sur plus des journées, des moments, alors que nous, c'est absolument sur des grandes périodes, c'est sur mois que ça se compte. Nous, finalement, c'est de novembre à mars que les indices UV sont vraiment extrêmement élevés. Et même en notre période, quand on se rapproche de juin, juillet, août, où les indices d'UV sont censés être relativement faibles, ils restent quand même sur les extrêmes de l'échelle. Donc finalement, toute l'année, on doit faire attention, mais particulièrement à midi et demi et particulièrement sur la période chaude, l'été austral. Alors pour essayer de sensibiliser les acteurs locaux, parce que finalement, on en reparlera dans une autre émission sur comment on peut davantage prendre ça en compte dans nos modes de vie, mais vous êtes allé prendre des mesures, parce qu'effectivement tout le monde n'avait pas la mesure de ce que pouvait représenter l'ensoleillement ici. Vous êtes allé prendre des mesures, notamment sur une école en plus. Oui, tout à fait. Alors si vous pourriez nous en dire plus. Eh bien, ces indices d'UV, finalement, sont capitales à intégrer dans le quotidien de tous les Réunionnais. Et donc, on a envie que tout le monde puisse s'approprier ces mesures pour pouvoir être en autogestion par rapport aux UV qu'ils voient affichés. Mais donc, faut-il déjà qu'il y ait un affichage. Donc, on a commencé à vouloir donner cet affichage pour les jeunes, dans des écoles, pour qu'ils puissent adapter leur attitude en fonction des UV qui sont relevés sur le toit de l'école.
Donc on a commencé à travailler sur ces produits-là et on espère pouvoir les diffuser plus largement. Et donc on a recueilli l'ensemble des informations délivrées par ces dosimètres, donc ces outils qui servent à relever cet indice d'UV tout au long de l'année. On voit sur le graphique que de avril 2019 jusqu'à janvier 2021, on a enregistré ces UV-là. Et vous voyez que tout ce qui apparaît en jaune, on est sur du 10, donc à l'extrême, disons c'est l'extrême de l'échelle, et en rouge c'est extrême, et donc c'est hyper élevé, c'est même plus une attitude particulière à avoir. Et vous voyez que donc l'école, depuis à peu près le mois d'octobre jusqu'à avril, on est dans le jaune ou dans le rouge, et donc les enfants sont sous ce rayonnement, sous ces UV de façon majeure, une grande partie de l'année finalement. Oui, on voit en effet que c'est il y a 2 ou 3 mois de répit, mais on est tout le temps sur une exposition qui reste finalement très importante, qui reste maximale. C'est ça. Et on voit qu'on a bien sûr la période la plus importante qui est centrée sur décembre-janvier, mais finalement on a quasiment 6 mois de l'année où les UV sont hyper élevés et où donc il faut avoir une attitude de prévention vraiment globale, générale, parce que les enfants, mais comme tout le monde, prennent des UV de façon massive. Or, on sait par la littérature internationale que c'est les coups de soleil et les UV trop importants dans l'enfance qui vont déclencher les mélanomes, donc les cancers les plus graves quand ils seront adultes. Quand on interroge les enfants pour savoir s'ils ont eu des coups de soleil dans l'année, dans toutes les classes où nous passons, il y a quasiment entre les 2 tiers et les 3 quarts de la classe qui lèvent la main. Coup de soleil, oui. Dans l'année, oui. Donc un peu quelle que soit la couleur de la peau, qu'on soit dans les hauts, sur le littoral, au nord, au sud, à l'ouest. Donc c'est un cas général. Les enfants prennent des coups de soleil et nous, on a les preuves que c'est ça qui déclenche les mélanomes plus tard. Donc on va revenir exactement, là vous évoquez le mélanome, la maladie, on va y revenir dans un instant. Juste avant de l'évoquer, avec tout ce qu'on a dit là, finalement l'ensoleillement à La Réunion, c'est pas un phénomène qui est nouveau. Non. C'est pas quelque chose qui est plus maintenant qu'avant. Est-ce que dans ce que vous avez fait, vous êtes allé prendre des mesures, vous avez donc vu, est-ce que les modes de vie, le mode de vie local, la façon de faire, la façon de s'habiller, la façon de pratiquer de ces activités, de loisirs, etc., est-ce que tout ça est pris en compte, les bonnes habitudes sont présentes, ou il y a, beaucoup de progrès à faire? Les attitudes changent. Les gramounes, les grands-mères, elles étaient avec l'ombrelle, elles étaient avec le grand chapeau, les gens se protégeaient. Il y a encore 40, 50, 60 ans. Il y a donc une espèce de conscience finalement à La Réunion qui date de cette dangerosité du soleil. C'est-à-dire que de tout temps, les gens se protégeaient. C'est assez récent que les attitudes importées aussi d'ailleurs, de ce qu'on voit à la télé, de ce qu'on voit en métropole, de ce qu'on voit ailleurs en tout cas, s'importent à La Réunion, et finalement l'attitude des jeunes gens en particulier, des ados à la plage, etc., ils se mettent volontairement à s'exposer et on a une prise de risque qui est majorée. Nos modes de vie aussi, on veut faire du sport tout le temps, c'est très bien, mais sans prendre en compte cette condition, sans prendre en compte le fait que les UV sont particulièrement élevés ici. Et les gens sont sur des cours de tennis, de beach tennis, justement, midi et demi, ça pose problème à personne parce que on essaye de caler le sport comme on peut et c'est très bien, il faut faire du sport. Mais je veux dire, il faut aussi penser de façon raisonnée et limiter les risques pour soi et pour la population en général. Donc, on ne va pas vivre en burqa, on ne va pas s'interdire de sortir. Je dis juste que ce qui est important, c'est d'avoir la notion que les UV maximum, c'est autour de cet horaire-là, et que si jamais on doit s'exposer à ces horaires, on prenne parfaitement la mesure des choses et qu'on se protège un maximum, on mette une casquette, une demi-heure avant on met de la crème solaire, etc. On sait qu'on est dans une période plus à risque qu'à un autre horaire de la journée. Alors il y a effectivement, là on parle d'activités de loisirs, de sport.
aussi de comportements individuels, hein, je fais ou je fais pas, ou comment je me protège individuellement. Est-ce que également, parce que ça interroge aussi la place publique, vous parliez des écoles, est-ce que les cours de récréation, les élèves, ils sont par exemple en récréation pendant la pause méridienne? Eh oui, bien sûr. Est-ce que aujourd'hui les choses sont en place, ça tient compte de cet enjeu-là? Non. Oui. Pour l'instant, les choses, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'écoles sensibilisées parce on espère que les messages commencent à passer, mais de dire à un enfant protège-toi du soleil s'il n'y a pas de zone d'ombre à l'école, bon, ça va pas trop fonctionner. Donc disons que c'est à tous les niveaux qu'il faut s'intéresser. Il y a de plus en plus d'écoles qui font des demandes de voiles, de zones d'ombrage, d'arbres, etc. Et les mairies, les communes commencent de plus en plus à être sensibilisées au problème. Ensuite, il y a des enseignants, les directeurs d'école qui sont sensibilisés. On commence à former également et on souhaite former les agents communaux qui encadrent les enfants aux horaires les pires. Donc voilà, il y a des projets en cours, il y a de plus en plus d'attentes cantines qui sont couvertes, et nous on fait des photos, des remontées d'informations pour que les écoles les moins bien dotées puissent être prochainement protégées et au mieux. Comme je l'annonçais, on reviendra sur les actions à mener pour ça, oui. Mais c'était quand même intéressant sur cette question des UV d'en arriver jusque-là. J'évoquais tout à l'heure finalement la notion de santé publique, c'est un sujet de santé publique, et la question sur cette dernière partie de notre épisode aujourd'hui, en quoi c'est un sujet de santé publique? Autrement dit, on a parlé là du mélanome, du cancer. On va parler un peu chiffres finalement. Est-ce que c'est un fort sujet à La Réunion? C'est un petit sujet? Il y a beaucoup de monde qui sont touchés, il y a des tranches d'âge particuliers, il y a l'un plus que l'autre. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Alors, si on veut parler chiffres à La Réunion, on a environ une centaine de nouveaux mélanomes tous les ans. On a à peu près 600 carcinomes épidermoïdes tous les ans, 600-700, et des milliers de carcinomes basocellulaires. Alors c'est les mélanomes et les carcinomes épidermoïdes qui peuvent métastaser, et surtout les mélanomes. Donc plus de 100 personnes tous les ans, on leur découvre cette pathologie. Heureusement, ce n'est pas la majorité qui vont métastaser, mais disons que c'est un vrai problème de santé publique parce que ça touche toutes les tranches d'âge. Donc dès 20-30 ans, on a des patients qui commencent à avoir des mélanomes, et nous en plus on a ces cancers-là les plus graves en général une dizaine d'années avant l'âge moyen de survenue en métropole. Donc les gens les attrapent plus jeunes et donc risquent d'avoir leur vie en bonne santé grévée beaucoup plus précocement. On a également constaté qu'on a environ sur ces dernières années environ un décès tous les mois lié au cancer de la peau à La Réunion. 2/3 des cas, c'est les mélanomes, 1/3 des cas, les autres cancers. Donc il y a des gens qui meurent de mélanomes à La Réunion tous les mois, et encore, les taux sont vraiment sous-évalués parce qu'il y en a beaucoup qui partent se faire soigner en métropole ou ailleurs, parce que parfois l'accès aux soins n'est pas toujours évident, ou c'est des choix personnels, mais en tout cas, voilà, on a ces chiffres-là, et nous, sans vouloir alarmer la population, on souhaite l'informer pour que on se protège et on protège les plus jeunes, ceux qui sont les plus à même de développer plus tard ces cancers de la peau. Alors se protéger, ça veut dire se protéger du soleil, avec sortir à la bonne heure, se couvrir, etc. etc. Mais c'est aussi se faire dépister, ou en tout cas s'intéresser à ce qui se passe sur sa peau, faire du dépistage pour pouvoir éventuellement être pris en charge. Oui, tout à fait. C'est avoir la bonne attitude, se protéger, utiliser chapeau, lunettes. On n'a pas parlé des yeux, mais les yeux, c'est aussi un organe qui est fortement touché par les ultraviolets. On a beaucoup de cataractes précoces, on a beaucoup de dégénérescence maculaire, beaucoup de ptérygions qui sont opérées ici beaucoup plus souvent qu'en métropole. Donc on a beaucoup de ces pathologies qui sont finalement extrêmement rencontrés à La Réunion. Et la question que vous m'aviez posée, c'était comment faire pour se... Oui, il y a le prévention, alors on peut se protéger, il y a le dépistage, voilà. Et le côté dépistage, donc ça, c'est annuellement
chez le dermatologue. Il y a aussi l'autodépistage qu'on peut pratiquer et ce qui est fortement recommandé, c'est-à-dire que tous les 3-4 mois, on se regarde, on s'examine, on vérifie qu'on n'ait pas une tache nouvelle qui est apparue, qui se modifie, qui avant était bien ronde et puis d'un coup qui se met à avoir une forme qui est plus irrégulière. C'est ce qu'on appelle la règle de l'ABCDE. A, c'est pour asymétrique, hein, il n'y a pas d'axe de symétrie. B, c'est des bords irréguliers. C, c'est pour couleur, quand il y a plusieurs couleurs. D, c'est diamètre plus que 6 mm. Et E, c'est évolution. Et s'il y a une chose que le grand public doit garder en tête, c'est évolution. Quelque chose qui évolue, qui se modifie, c'est pas normal. Et donc dans 20 à 30% des cas, c'est un grain de beauté qu'on a toujours connu, qui change d'aspect. Mais ça veut dire qu'il y a dans 70 à 80% des cas, c'est une tache nouvelle qu'on ne connaissait pas, qui grandit, qui se modifie. Et donc c'est ça qu'il faut essayer de dépister le plus tôt possible et d'aller consulter. Si l'accès au dermatologue est parfois compliqué, au moins aller voir son médecin traitant qui saura quoi faire et comment nous contacter. Alors, on a évoqué ce terme plusieurs fois depuis le début de l'émission. On a parlé de mélanome. Alors, le plus simplement du monde possible, hein, mais en quelques mots. Finalement, c'est quoi le mélanome? Alors, dans notre peau, il y a 3 couches. La partie la plus superficielle, ça s'appelle l'épiderme. En dessous, il y a le derme et l'hypoderme. Dans l'épiderme, il y a des cellules qui s'appellent les kératinocytes. Et au milieu de ces kératinocytes, il y a quelques cellules qui s'appellent les mélanocytes. Et quand une de ces cellules mélanocytes dégénère, parce qu'elle a reçu des UV qui ont fragmenté son noyau où il y a dedans l'ADN, et à force d'essayer de réparer, ça se met à dégénérer, à mal réparer et à finalement évoluer vers un cancer. Ça s'appelle un mélanome. Et pour les autres, sur les kératinocytes, ça s'appelle des carcinomes. On traite, a priori, aujourd'hui, de mieux en mieux ces pathologies? Oui, heureusement. Le discours peut être un peu alarmiste, mais en fait, aujourd'hui, il y a quand même des prises en charge, des traitements qui existent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans 90% des cas, on va opérer le mélanome et le problème sera, entre guillemets, réglé. On aura juste un petit bout de peau à enlever autour et c'est terminé. On sera juste sur une surveillance. Il y a 5-10% des cas où ça va aller plus loin, ça va faire des ganglions, ça peut faire des métastases, ça va donc être un traitement qui va devoir être plus global avec des nouveaux médicaments qui s'appellent de l'immunothérapie. Avant, on traitait le cancer métastatique par de la chimiothérapie. Maintenant, on est à l'ère de l'immunothérapie qui est beaucoup plus efficace et qui permet d'améliorer la survie d'environ un patient sur 2. D'accord. Un patient sur 2, améliorer la survie. Je voulais juste revenir sur une question parce que vous l'avez évoqué et je pense que c'est quand même important. Donc on a parlé de mélanome. Vous avez dit métastase ou pas métastase. C'est pas forcément le cas à chaque fois qu'il y a un mélanome. Juste en 2 mots, métastase, ça veut dire quoi? Alors, quand on a un cancer qui démarre quelque part, il évolue d'abord localement. C'est le cancer qu'on dit primitif. Et puis après, par les voies du sang ou de la lymphe, il envoie des petites cellules au loin qui peuvent grossir au loin et faire d'autres localisations de cette tumeur initiale. Et ces petites cellules au loin qui grossissent et forment finalement des nodules, ça s'appelle des métastases. D'accord. Voilà, au moins, on utilise des termes comme ça, on essaye d'en parler pour que tout le discours soit audible. Nous avons un témoignage, c'est assez nouveau dans les causeries de la santé. On a l'extrait d'une vidéo auquel vous avez participé aussi, je crois, et un de vos patients a accepté d'évoquer un peu son cas. Ce que je vous propose, c'est de regarder l'extrait de cette production et d'écouter ce patient. J'approche de la soixantaine et je suis là parce que je suis allé voir un dermato en contrôle, on va dire systématique, hein, sans idée. Et on m'a découvert un mélanome qu'on m'a enlevé, analysé, donc avec des cellules cancéreuses. Donc je viens là faire des examens, en savoir un peu plus sur cette maladie. Je pense que je suis un cas standard. Je ne suis pas une personne qui court après le soleil spécialement. Et pourtant, un mélanome. Alors c'est vrai que des médecins m'ont déjà dit depuis une vingtaine d'années, vous avez pas mal de grains de beauté, surveillez-les. Donc c'est pour ça que je trouvais qu'il y en a de nouveaux qui étaient apparus, donc je suis allé voir un dermato comme ça, quoi. Là on m'a appelé, proposé donc de venir passer une journée d'examen. Donc j'ai rencontré une dermatologue qui m'a bien expliqué la situation, qui m'a rassuré beaucoup, hein. C'est toujours un moment un peu angoissant, quoi. Et on va continuer les examens, scanner, IRM, investiguer un peu plus loin
gratter la zone en question et prélever un ganglion dit sentinelle pour l'analyser, voir si des cellules se sont diffusées. Voilà. Bah, évidemment, dès qu'on parle de suspicion de cancer, c'est toujours un moment un peu... c'est pas très agréable. Même si, bon, a priori, ça se passe bien, mais bon... non, je pense qu'on n'aime pas ça, quoi. Hein. Voilà. Un reportage, une interview qui vient tout à fait illustrer nos derniers échanges. Alors, d'après ce que je sais, ces résultats n'étaient pas mauvais à ce patient. Alors ça, je ne peux pas vous le révéler, c'est le secret médical, mais en tout cas, c'est effectivement ce qu'on recherche avec ces examens, scanner, IRM cérébral, pour voir s'il y a des localisations à distance, parce qu'on ne traite pas du tout pareil quand c'est uniquement local ou quand effectivement il y a des métastases qui sont parties plus loin. Là, on est sur des traitements en perfusion qui vont aller couper la communication avec les globules blancs et qui vont empêcher la tumeur de se développer avec une immunité qui va se créer contre la tumeur pour la combattre. Et on a des résultats spectaculaires. À notre époque, on peut avoir des imageries où il y avait beaucoup de métastases qui disparaissent et on retrouve des imageries où il n'y a plus du tout de métastases. Alors, ça ne concerne pas tous les patients. Et puis, ce n'est pas dénué d'effets secondaires, mais enfin, on a beaucoup progressé dans le domaine ces dernières années. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il existe aujourd'hui, effectivement, ces traitements et que ce n'est plus vraiment une fatalité, même si, effectivement, vous le dites, le mieux, c'est quand même de ne pas en arriver là. Ce qui me permet d'annoncer, finalement, la deuxième épisode de cette série. Hein. On se retrouvera ici même et on parlera davantage de prévention, tout ce qui est fait et tout ce qui est à faire pour essayer d'adapter nos modes de vie, nos espaces de vie à cet environnement, ou en tout cas à ce rayonnement solaire qui en plus, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas fait pour s'arranger. Le rayonnement solaire ne va pas baisser dans les années qui viennent, il va plutôt s'accentuer. Oui. Il y a tout intérêt à faire bouger les choses de ce côté. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain épisode, ne le ratez pas, et je serai encore avec le docteur Sultan. Merci beaucoup, docteur. Merci, à très bientôt. Merci. Thank you.